Bonus 401 lié à l'épisode 401 avec mes deux camarades de jeu que sont Sébastien d'un côté et David de l'autre. On a encore quelques news à vous proposer. Parce qu'on n'avait pas fait le tour dans l'épisode. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, je vous invite à aller l'écouter et vous pouvez le faire après avoir consommé le bonus. Il n'y a pas d'ordre nécessairement, quoique peut-être que dans la foulée, l'un de mes camarades feront peut-être une remarque par rapport à ce qu'ils ont dit ou entendu dans l'épisode 401, qui sait. Vous allez facilement remonter les pièces du puzzle, je le pense. On commence avec Sébastien pour parler de banques, et de 722 banques proche de la faillite, et ça fait mal, et on n'en parle pas beaucoup dans la presse, etc. C'est quand même très bizarre. 722, c'est quand même un chiffre important. Oui, déjà, il y en a beaucoup aux États-Unis, des banques, effectivement, et c'est une présentation de la Fed qui ressort le nombre de banques qui ont des pertes non réalisées qui dépassent 50% de leur capital, donc ils ont perdu beaucoup d'argent, et c'est pas encore dans leur bilan, donc c'est des choses qui sont encore à arriver. Et donc la présentation a été rendue publique ici il y a quelques semaines, et elle date de février, donc c'est pas quelque chose que la Fed ignore malgré avoir continué à relever les taux d'intérêt, ce qui continue à créer des problèmes pour les banques américaines. Et donc on a 722 banques qui sont vraiment dans le rouge, et 31 de ces banques qui ont même des fonds propres négatifs, ou tout juste proches négatifs. Donc il y en a 31 qui sont proches de dire hop, ça y est, c'est fini. Alors on a quand même déjà eu 3 banques qui ont claqué, Silicon Valley, Signature Bank, First Republic, mais certains économistes nous annoncent quand même, en voyant les chiffres des analyses de ces différentes banques, que même si la Fed se veut hyper rassurante en disant pas de problème, vous voyez, ça va super bien, ils disent la crise bancaire est absolument pas terminée, et vu les chiffres, ça risque d'être le chaos. Voilà. Donc préparez les mouchoirs, ça risque de pleurer dans les chaumières. Qui risque aussi de dépasser les frontières américaines, on l'imagine, c'est parce que tout à fait, les impacts seront, comme en 2008, c'était les impacts internationaux, il y a des banques qui sont liées, effectivement, si tu as des faillites, ici ils s'en sortent encore assez bien, parce que il y a eu des reprises, comme il y a eu aussi en Suisse, mais à un moment, si t'en as 722 qui claquent, ça commence à piquer, alors qu'on en avait eu que quelques-unes qui ont vraiment eu, de grosses banques, des problèmes en 2008, et alors c'est pas pour arranger les bidons, mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, dont des gars comme Elon Musk, qui publient régulièrement sur Twitter: retirez votre argent de la banque, ce qui effectivement pose un problème, parce que si tu retires l'argent de la banque, à un moment elle ne sait pas rembourser tous ses épargnants, parce qu'elle n'a pas cet argent. Effet boule de neige du coup, et voilà. Et donc là tu peux arriver effectivement à un effondrement bancaire. Donc je ne dirais pas faites de même, néanmoins sauvez vos sous avant que la banque ne fasse faillite. Oui, c'est ça. Bon, pour l'instant on en est loin chez nous. On peut se rassurer. Oui, chez nous on est plus confortable, parce qu'en fait ils ont pas augmenté les taux d'intérêt pour les consommateurs. Donc en fait les banques gagnent de l'argent, mais ils doivent pas donner d'argent aux consommateurs. Donc finalement pour le moment les banques renflouent les caisses. Oui, c'est ça. Donc en Europe ça se passe bien. Donc en Europe ça va, ils sont contents, ils en ont sous de toute façon, c'est bon. Voilà. De toute façon, il n'y a plus d'appareils dans les murs pour aller chercher des sous, donc de toute façon, on l'a dans l'os. Non, mais il y a des trucs tout aussi pourris qu'en 2008 dans les crédits. À l'époque, c'était les crédits effectivement sur les maisons. Maintenant, c'est plutôt sur des entreprises où, voilà, tu changes pas une équipe qui gagne. Oui. Ouais, tout à fait. Je sais pas comment c'est en Europe. Mais un truc qui m'inquiète, c'est qu'ici également, en Thaïlande, la garantie bancaire a été divisée par un facteur 20 sur les 14 ans que je suis là, et il parle encore de diviser plus, ce qui veut dire que voilà, la garantie bancaire est devenue suffisamment faible que pour pouvoir inquiéter un petit peu tout le monde. On va retourner au Badland. Ça continue. Oui. Ouais. Ou alors acheter de l'or, comme tu vois, ils sont Oui, alors ceci n'est effectivement pas un conseil financier, mais il y a des trucs, il y a d'autres moyens pour le stocker, mais c'est pas, il y a aucune sécurité dans rien aujourd'hui.
Non. Parce que Bah, les si, États-Unis si se laisseront pas faire non plus. tu achètes de l'or ou tu vois, un truc un peu solide, palpable, quoi, tu vois, à l'ancienne. Il faut juste bien le planquer, quoi. Voilà. Mais c'est pas dit non plus que. Bah, bref. Et il y a aussi un cours, quoi. Oui, bien sûr. Bon, changeons de sujet, si vous voulez bien. Revenons peut-être dans les technologies, comme par exemple avec NVIDIA, David, nouvelle technique de compression de texture via réseaux neuronaux. Oui, donc compression de texture via réseaux neuronaux. NVIDIA fait de l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Ils ont fait du super resolution pour augmenter la résolution des vidéos en temps réel. Ils font ça également pour les jeux. Évidemment, un autre point important, c'est de compresser les textures. Alors les textures, ce sont tout un tas d'images qui sont en mémoire VRAM quand on joue à des jeux vidéo ou on utilise des programmes de rendu 3D. Et ce sont en fait les techniques de compression de texture d'aujourd'hui sont des techniques qui n'ont pas évolué depuis la fin des années 1990 ou 1990 pour les Français. Désolé, je suis fatigué. Donc voilà. Et donc c'est une technique qui est vraiment assez intéressante parce que ça se base sur les bitmaps. Les bitmaps, ce sont des rendus des textures dans plusieurs résolutions parce que quand on a un rendu et qu'on a la même texture qui est rendue à des endroits plus ou moins éloignés, ils font des rééchantillonnages des textures. L'article qui est mis en lien est assez explicite parce que pour un bonus, je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Mais voilà, c'est assez intéressant et le résumé, c'est que les implications, c'est que ça va permettre d'avoir une économie en énergie, en VRAM et en processeur, parce qu'évidemment la VRAM, c'est quelque chose qui coûte très cher, donc la mémoire vidéo pour les cartes graphiques. Aujourd'hui, on a des textures en 4K et les jeux modernes arrivent aux limites de la VRAM des cartes graphiques modernes, donc ça va permettre de pouvoir avoir beaucoup plus de textures dans la même mémoire. Apparemment, la décompression de ces technologies de compression va être plus rapide que simplement avoir la texture en pleine résolution. Donc ça va avoir des implications aussi bien en performance qu'en stockage. Et ça serait une technique de compression qui a visuellement pas de perte de qualité. Pas d'artefacts et des choses comme ça qui peuvent... Oui. Ouais. Alors que les techniques aujourd'hui de compression de texture ont quand même des pertes de qualité, spécialement quand on essaye de zoomer dessus. Donc ici, ça va être non seulement de la compression, mais du super sampling aussi, apparemment. Ok, on fait de mieux en mieux. Hein. Chaque fois, moi, je suis abasourdi par les progrès technologiques dans ce domaine-là. Quand on voit d'où on vient et vers où ça va, à un moment donné, le vrai du faux, on ne le distinguera plus. On était à Pong. La texture, c'était un carré blanc. Oui, c'est ça, c'était un carré blanc, quoi. Voilà. En même temps... C'était pas une texture, ça. C'était pas une texture, non. C'était juste un carré blanc. Et en fonction de la définition de ta télé... Le carré était plus ou moins carré et les bords Rien étaient ne te dit que j'avais pas mis une texture dessus, blanc. Une texture blanc. Mais si je veux faire un petit commentaire de plus, c'est qu'on parle ici de réseaux neuronaux encore et on parle d'intelligence artificielle très souvent ces derniers temps. Oui. Mais ici, pour moi, c'est une application qui n'est pas intelligence artificielle, c'est un réseau neuronal qui est bien précis pour une utilisation bien précise et qui n'a
pas vraiment. Oui, évidemment, derrière, c'est un petit peu la même technologie, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Donc, réseau neuronal et intelligence artificielle, il faut pas toujours mélanger parce que selon l'utilisation, même quand on dit intelligence artificielle, on sait aussi ce que ça veut dire. Enfin voilà, il y aurait moyen d'en faire plusieurs bonus, plusieurs épisodes, même, plein de débats. Mais il ne nous reste que 5 minutes dans ce bonus, donc je passe directement la parole à Sébastien pour parler d'Europe et de l'European Data Act. C'est la chronique d'une débâcle annoncée, dit-on. Oui, rien à voir du tout, pas d'IA. Un futur règlement européen, comme on en a déjà fait avec le GDPR, et le GDPR commence quand même à y avoir quelques réflexions sur tiens, peut-être qu'on a foiré quelques trucs. Et ici, on est déjà en train de se poser des questions alors que le règlement n'est pas encore d'application, mais il y a quand même pas mal de voix qui se lèvent. Alors le but du règlement, c'est de donner accès à des acteurs tiers, donc des sociétés quelconques, à des données, données industrielles, pour pouvoir faire du service après-vente ou continuer à faire du support pour des produits que des sociétés ne veulent plus ou n'ont pas envie de faire de support après quelques années. Donc effectivement, tu dis que tu vas acheter un truc industriel bien cher, et puis après 5 ans, on dit tu dois acheter le nouveau. Eh bien, l'Europe voudrait imposer que puisse faire du service avec d'autres sociétés. Donc ça part d'un bon sentiment. Fondamentalement, c'est dans l'esprit actuel, sauf que il y a un certain nombre de sociétés qui lèvent la voix en disant oui, c'est très gentil, mais en même temps, si vous faites ça et qu'on doit partager toutes nos données sur les produits, les secrets commerciaux, industriels et tout le bazar, on peut s'asseoir dessus. En plus, si ça veut dire que si tu dois le faire après tout de suite ou après quelques années, en un coup, tu as des sociétés étrangères qui vont avoir accès à tous nos savoir-faire, et donc d'ici 5 ans, nous, on plie bagage et on n'a plus de boutique. Donc effectivement, il demande à avoir des limitations sur ce partage, en tout cas de ne pas devoir le faire avec tout le monde. Mais à partir du moment où tu l'as fait avec une société, globalement, tu l'as fait avec tout le monde. Hein, ça se retrouve un peu c'est pas du domaine public, mais pas loin. Ouais. Donc voilà, il y aura encore pas mal de débats sur ce Data Act et on suivra probablement l'affaire. Ça me fait un peu penser au débat qu'il y a eu, et qui a encore, je pense, à un certain degré, sur les pièces de rechange en automobile. Tu vois, il y a les pièces d'origine et les pièces de fabrication belges, françaises, italiennes, etc., où on n'est jamais très sûr que ce soit vraiment illégal, ou est-ce que c'était un peu particulier, est-ce que l'ayant droit a bien touché ses sous, c'est toujours... et donc, voilà. On a commencé avec les médicaments génériques. Aussi. Bon, là, c'est fabriqué dans les mêmes usines que les médicaments originaux, donc on peut être un petit peu rassuré sur la manière dont les contrôles qui sont opérés dessus, mais bon, voilà. Apple, on termine, on a 2 minutes, David, il va falloir faire court pour parler d'Apple. L'Union européenne ne laissera pas Apple brider son USB-C. Apparemment non, donc on en avait parlé lors de podcasts précédents suite à l'annonce que Apple allait être obligé de passer à l'USB-C. Et donc, que passer à l'USB-C, ça les empêchait pas de mettre en place leur fonctionnalité de restriction pour les câbles et les chargeurs et tout ça. Et apparemment, d'après Zeit Online, qui le commissaire à la Commission européenne, qui s'appelle Thierry Breton, aurait écrit un avertissement à Apple dans une lettre en disant qu'il était inadmissible de restreindre les interactions avec les chargeurs, en condamnant Apple pour des actions qui n'ont pas encore faites, mais ça suit des articles qui ont été publiés comme quoi Apple prévoyait à la sortie de leur iPhone 15 d'avoir des fonctionnalités USB-C qui sont limitées uniquement pour les accessoires qui sont approuvés, donc made for iPhone. Donc voilà, c'est une nouvelle que j'ai lue, je pense que c'était hier. Je trouve ça positif parce que c'était, on va dire, une petite faille dans l'histoire, et
je trouve ça sympathique que la communauté européenne, si c'est bien le cas, les rappelle à l'ordre et leur dise oui, le but de vous forcer à utiliser l'USB-C, c'est pour être compatible et pas pour continuer à votre pratique d'être incompatible avec les autres appareils. Okay. Voilà, en résumé. On n'ira pas plus loin parce qu'il ne reste que 20 secondes. Les règles sont respectées, pas plus de 15 minutes pour un bonus, vous le savez. N'hésitez pas à le commenter, à mettre des petites étoiles, des pouces, etc., etc. Merci à tous les deux. Merci David, qui est très fatigué, fin de journée, début de nuit, enfin non, milieu de nuit en Thaïlande au moment où on enregistre. Merci à Sébastien, qui est fatigué aussi, mais lui, c'est permanent. À très bientôt. Salut.